d'accord. L'évaluation que je fais donc de la condition de la femme, elle s'est améliorée. Il y a eu du bon. Il y a eu du bon, il faut le dire. Il y a eu des textes qui ont été pris. Et si je n'en veux pour preuve que certains passages du livre de Dior Falfa Sow, au plan du droit, par exemple, des droits des femmes, on a beaucoup suivi ce qui se passe au plan international. Ça n'empêche qu'au plan interne aussi, on a eu des problèmes qui nous ont valu de légiférer et de créer des lois, telles que, par exemple, sur le viol, sur l'inceste, pas sur l'inceste, c'est moi qui ai voulu dire le viol et la pédophilie, et j'ai toujours dit à Dior, il manque l'inceste, parce que l'inceste, on n'en parle pas assez, et il faut que les juristes nous donnent une solution aussi pour ça, et que le ministère le prenne en charge, et qu'avec le ministère de la Justice, qu'il puisse nous proposer une loi, et ça va venir. On ne tient jamais assez compte du trauma chez la femme qui a été violée, parce que ça, elle le vivra tout le reste de sa vie. C'est le patriarcat. Faut pas avoir peur de le dire, excusez-moi, mes frères et mes enfants, mais je veux dire que c'est notre éducation, c'est notre civilisation, et ça aussi, il faut pas en avoir honte. Je pense que il faut assumer. Il faut assumer cela. Moi, je suis issu d'une famille, et même si mon père était un instituteur, donc instruit, il était polygame. Il a eu des filles et des garçons. Et on a été élevé pas dans un esprit pas totalement égalitaire, il faut le dire. Il y a eu des moments où certainement les choses n'ont pas été ce que nous aurions souhaité, mais le patriarcat est là. Pourquoi les filles sont souvent désavantagées peut-être par leur physique, et même maintenant le physique importe peu pour les jeunes filles. Elles sont capables. On l'a vu quand on a fait l'évaluation des forces armées, l'entrée des femmes dans les forces armées. Il y a des filles qui sont très fortes, et qui sont reconnues comme telles par leurs collègues hommes également, des forces de sécurité et de défense. Mais je pense que c'est un problème culturel, ce sont les résidus encore du patriarcat. Je dis encore parce que je sais que le féminisme actuel vous allez me poser une question là-dessus, on y reviendra. Le féminisme actuel tend et de manière pas violente, justement, c'est pour cela que cela me plaît. Ces jeunes filles que je vois, parce qu'elles m'invitent souvent à leurs réunions, et elles ne prennent pas la lutte contre la prééminence ou la violence qui est faite aux femmes par les hommes, comme nous, on l'avait pris à l'époque. Du temps de Yehui, c'était beaucoup plus violent, parce que c'était au début, la remise en question de la prééminence de l'homme par rapport à la femme, et de tout ce que la femme pouvait avoir comme brutalité, recevoir comme brutalité de la part de la gente masculine. Mais je pense que il y a des problèmes. Il y a des problèmes à poser. Et ça, encore une fois, le ministère de la Femme devrait avoir un groupe qui travaille dessus, et qui doit inviter tout le monde, et qui doit faire sortir des propositions d'action que nous pourrions mettre en œuvre. Moi, j'ai vu des femmes de valeur, elles ont peut-être toutes les qualités qu'il faut, qui sont candidates aux élections, par exemple. Et peut-être ça, c'est même encore plus loin. Mais de mon temps, nous avions eu un problème critique
dans la promotion du personnel administratif des régions, dans la décentralisation par exemple, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Arriver à une femme gouverneur qui doit diriger une délégation auprès de religieux, par exemple. Ça, moi, de mon temps, j'ai été confronté à ce problème-là. C'était très, très difficile. Et je n'étais pas suivi par mon chef, par le chef de l'État. Et moi, je trouvais que c'était profondément injuste et surtout cela je ne sais pas comment le traduire, tellement c'est profond en moi et ça m'a fait souffrir à l'époque. Parce que c'était très très injuste de voir une dame convenable, capable, qui a fait les échelons, qui a fait tout son travail, qui a tout le mérite, et qu'on lui dise parce que tu es une femme, que tu ne te couvres pas la tête, hein, que tu ne te mets pas que tu te mettes en pantalon et que tu ailles travailler, que tu viennes vers eux. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis dans les mêmes convictions. Je suis dans les mêmes convictions. Parce que je ne pense pas que le fait que je sois habillée d'une certaine manière, que ma religiosité soit moins forte et moins normale que la religiosité de n'importe qui. On a même vu un ministre de la République qui est maire d'une commune, qui n'a pas voulu respecter la parité dans le bureau de sa commune. Et elle a été, d'ailleurs, elle a été confrontée à la JS. Et la JS a eu raison d'elle. Il y a eu des conclusions, mais elle n'en a fait rien. Elle n'a rien fait de tout ça. Le combat est gagné en partie, mais pas encore. Parce qu'il y a encore des endroits où les FGM sont faites et on n'y peut rien. Cette loi, c'est moi qui l'avais introduite avant de quitter le gouvernement, avec Jacques Bodin comme ministre de la Justice. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir des résultats? Parce qu'il n'y a pas de solidarité. Les endroits où cette pratique se fait encore, ce sont des endroits qui ont besoin de la présence de personnes comme vous, comme peut-être plus jeunes que moi, mais des personnes qui puissent leur expliquer. À l'époque, on avait invité un moufti de la Tunisie et qui est venu, et on a fait une partie des maisons religieuses pour que ce moufti discute avec ces religieux, pour leur dire que la question des FGM, ce n'est pas une question religieuse, c'est juste culturel. C'est juste culturel. On le fait dans certaines cultures et pas dans d'autres. Mais ce qui est évident, c'est que la religion n'a rien à voir avec. Alors, dans les régions où les parents croient encore en cela, eh bien, elles continuent, ou ils continuent à faire ces pratiques néfastes pour la santé de la mère et de l'enfant. Et jusqu'à présent, il y a même des émigrés, des familles d'émigrés qui renvoient leurs enfants au village quand c'est le moment de faire l'excision. Ça se fait encore. Donc, ce qu'on avait créé à l'époque, c'est pour ça que je parle d'aller à l'échelle pour les programmes du ministère de la Femme. Il faut viser un peu plus haut, encore plus haut, beaucoup plus haut pour pouvoir avoir davantage de résultats. Ce qui est manifeste, c'est que oui, des politiques publiques ont été mises en place. On ne peut pas le nier.
ces politiques publiques existent. Mais l'impact des politiques publiques n'est pas ce qui a été recherché, n'est pas encore arrivé à un niveau satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer. Ça veut dire que ce qu'on a proposé n'est pas suffisant. Vous savez que pour ce qui est de l'éducation en tout cas, et à l'université en particulier, je suis convaincu que l'égalité femmes-hommes, on peut arriver à l'égalité femmes-hommes parce que les filles elles arrivent en masse et elles sont excellentes. Et je ne veux pas non plus d'équilibre à l'envers. Vous savez, que les filles arrivent et qu'il y ait un déséquilibre entre les filles et les hommes, les femmes et les hommes, et au détriment des hommes. Je crois que c'est ça ce qu'on appelle le genre. Cet équilibre-là qu'il faut faire entre les hommes et les femmes, partout, dans tout le système administratif, dans le système professionnel, dans le système éducatif, dans la santé, dans la société, dans la famille, que les bienfaits soient partagés de manière égale chez les hommes et chez les femmes. C'est que les Nations Unies font beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses. Il faut juste que les gens se décident et se débrouillent pour être le plus visible possible. Parlant de la francophonie, par exemple, parce que cela m'importe. C'est ma langue de travail, c'est la langue que j'ai toujours connue et je la défends. Nous, quand il y a 10 ans, quand on commençait le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, dont on a parlé, eh bien, les francophones rasaient les murs aux Nations Unies parce que tous les panels étaient en anglais. Dès que vous arrêtez d'entrer dans une salle, les gens ne se préoccupaient pas de savoir si vous comprenez l'anglais ou pas. Ils commençaient le travail et c'était en anglais. Et la deuxième année, on a réagi. Et à partir de la troisième année, on a créé ce qu'on appelle l'espace francophone. Un espace francophone autour de la représentation permanente de la francophonie. Et maintenant, les délégations francophones sont au courant des activités avant de venir. On leur écrit, on leur dit que nous avons, des panels, mais d'autres délégations aussi francophones ont des panels. Il faut tout faire pour y être et se faire voir et se faire entendre, et en français par-dessus le marché. Ça a été une grosse bagarre pendant au moins 5 ans. Je ne sais pas, je pense que cette année ça ira un peu mieux, mais l'espace francophone, c'est à nous de le créer. Comme on a dit que les Nations Unies sont davantage submergées par les autres langues, en particulier par l'anglais, eh bien, nous, on crée aussi une filière qui, pendant ces 15 jours du CSW, oui, vous allez parler français. Oui, les délégations francophones vont avoir des interlocuteurs. Mais sinon, il n'y a que dans les couloirs que vous pouvez voir des francophones. Le phénomène perdure, le phénomène est là. Il n'a pas bougé dans Iota. Sinon, ça s'est aggravé, d'ailleurs. Oui, on peut avoir la volonté de combattre cela, mais il faut donner les outils de combattre. Les pirogues pour ces voyages-là, on les connaît. Et quand ils commencent à entailler, mais les gens sont au courant. Il y en a qui suivent. Quand les jeunes se parlent entre eux pour le voyage et se préparent, même leurs familles sont au courant. Même leurs familles sont au courant. Et ils laissent faire. Et je pense qu'il y a une conversation à avoir avec ces gens-là. À Rufisque, il y a eu un moment où, dans une même famille, 10 personnes sont restées en mer. 10 personnes. Donc, dans une même famille. C'est dramatique. C'est dramatique. Et ce qu'ils vont chercher là-bas, ceux qui sont là-bas ne leur disent pas non plus dans quelles conditions ils sont.
Et pourtant, il y a des accords, il y a des accords bilatéraux qui existent avec un pays d'origine et un pays d'accueil, en fonction des besoins du pays d'accueil. Là, on l'avait commencé quand moi j'étais à l'OIM, je me souviens, il y a eu des cas où on avait, c'est la France je crois, et l'Italie, ils avaient un certain nombre de besoins en main-d'œuvre et il y a eu des accords qui ont été signés par le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que les Asiatiques font, par exemple, ils signent avec des entreprises qui vont utiliser le personnel. Donc le gouvernement du pays d'origine est au courant, ainsi que le gouvernement du pays d'accueil. Ils signent des accords avec des droits, bien entendu des devoirs, mais des droits également pour ceux qui partent. Ils partent pour une durée déterminée, pour faire un travail déterminé, et après, à la fin, il y en a qui ne veulent pas rentrer, c'est vrai, il y en a qui disparaissent dans la nature, mais la plupart reviennent. Mais si on pouvait systématiser cela de manière très claire, que les gens aient des salaires décents, qu'ils aient des conditions sociales également de vie correctes, ils partent pour un temps déterminé, ils gagnent ce dont ils ont besoin, ils reviennent, d'autres partent, et ceux qui reviennent, on les encadre pour arriver à faire quelque chose. Ici, il y a ce qu'on appelle les BAOS, les bureaux d'orientation, etc. Et oui, mais il faut aussi parler, il faut montrer ce qui a été fait, l'investissement qui a été fait, et à qui ça a été donné, et c'est peut-être pas ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait, et comment ils se débrouillent maintenant, comment ils vivent maintenant. Mais je pense que peut-être c'est un problème juste de temps. Ils vont le faire, j'espère qu'ils vont le faire, mais il y a des solutions. Effectivement, il y a des solutions. Merci, monsieur le directeur général, vraiment. Oui, volontiers, volontiers.